Bonjour, je m'appelle Rosemary Martins, secrétaire générale de la Chambre de commerce du Brésil en France. Et je suis ici aujourd'hui pour commencer une série de vidéos sur des questions d'actualité d'ordre juridique, fiscal et comptable relatives au droit français et au droit brésilien. Pour cette première vidéo, le sujet sera sur la commercialisation des dispositifs médicaux pour COVID-19. Une approche comparée du droit français et du droit brésilien présentée par deux avocats associés à la Chambre de commerce et qui font partie de notre commission juridique. Elles le sont Maître Amélie Robin, avocat, docteur en droit de l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, cofondatrice de la société Bobor, avocat, expert en droit pharmaceutique près de la Commission européenne. Et Maître Eliana Silva de Moraes, vice-présidente de la Commission droit médical de l'Union internationale des avocats, fondatrice de la société Silva de Moraes et Associés, avec des bureaux à Paris et São Paulo. Elle est également conseillère juridique spécialisée en droit sanitaire par la Faculté de santé publique de l'Université de São Paulo et aussi de l'Université de Paris. Bonjour Améline, bonjour Eliana. Maintenant, je vous laisse la parole. Merci Rose, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Eliana. Bonjour. Oui, effectivement, donc aujourd'hui, nous avons décidé donc d'aborder cette question de la commercialisation des dispositifs médicaux liés à la pandémie Covid-19. Alors, pourquoi cette question? En tout cas, du point de vue français, effectivement, on a vu tout un nombre de nouveaux acteurs qui ont souhaité donc commercialiser des dispositifs médicaux de différentes natures. Alors, en France, il s'agissait notamment des tests de diagnostic. Voilà, effectivement, et donc il s'agissait de savoir quelle réglementation allait s'appliquer pour la commercialisation et quel processus allait s'appliquer pour pouvoir commercialiser ces tests en France. Au Brésil, Eliana, peux-tu nous expliquer un peu quelle était la situation? Oui, bonjour à tous. Au Brésil, cette question est véritablement importante parce que la situation est sensible là-bas. Certes, la pandémie nous a touchés globalement et en ce qui concerne mon pays, le Brésil, malheureusement, la situation est critique à bord d'une rupture du système de santé. Donc, on a une urgence aussi de donner une réponse plus vite, avec moins de bureaucratie et que plus que jamais, on puisse accéder à ces produits au Brésil. Donc, le Brésil on sait que le Brésil adopte un contrôle sanitaire concernant la commercialisation des produits de la santé, surtout sur les procédures de l'AMM, notamment en ce qui concerne la démonstration de la sécurité du produit, la surveillance après la commercialisation. Donc, approuver la mise sur le marché d'un produit DMDIV, un dispositif médical, notre sujet aujourd'hui au Brésil, peut effectivement prendre de temps, d'énergie et coûter cher. C'est même une situation d'urgence. Donc, nous sommes à ce moment précis avec des réponses de notre système juridique au Brésil et on se tourne beaucoup vers vous, Maître Amélie, parce que le Brésil suit beaucoup les pas de l'Union européenne et aussi la France, c'est une référence pour notre droit de réglementation et effectivement, ces circonstances extraordinaires qui exigent des ressources supplémentaires doivent être considérées et être vitaux pour laisser de plus en plus les dispositifs médicaux disponibles. Alors effectivement, en France, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que comment est-ce qu'on commercialise un dispositif médical Covid-19? Alors en fait, il n'y a pas eu beaucoup de mécanismes dérogatoires. C'est-à-dire que la commercialisation des tests, puisqu'en France, c'était vraiment la thématique, la course à la commercialisation des tests de diagnostic,
effectivement, cette commercialisation, elle s'inscrit dans le droit en vigueur. Et alors, quel est-il ce droit en vigueur? C'est la directive, enfin, ce sont 2 directives européennes, puisque effectivement, on est à cheval entre l'application de 2 directives, la fin de la directive 98/79 d'octobre 1998, pardon, et la mise en place d'un nouveau régime qui va s'appliquer, qui devait commencer à s'appliquer en mai dernier, mais qui finalement, en raison de la crise sanitaire, va réellement complètement s'appliquer en mai 2022, qui est la nouvelle directive, effectivement, 2017/46. Alors, ces directives, elles ont été transposées dans le droit français. Donc, effectivement, ce sont les articles L5221-3 et R5222-34 et suivants du Code de la santé publique, qui, effectivement, prévoient que toute personne qui va se livrer à la commercialisation de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, puisque, effectivement, c'est cette catégorie dans laquelle rentrent les tests Covid-19, doit effectivement déposer une déclaration auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament qui s'appelle l'ANSM en France. Qu'en est-il au Brésil, Eliana? Oui, effectivement, on prend beaucoup d'attention vers vous, comme j'ai dit avant, parce que vous avez cette nouvelle réglementation qui va venir bientôt. Et c'est vrai que malgré que le Brésil a créé un système beaucoup plus semblable à l'américaine FDA, l'agence américaine FDA, mais en fait, dans l'intérieur de notre droit, en fait, il est par un code civil, il est vers les droits européens plutôt. Donc, il y a une tendance de s'adapter plus en plus à la loi, à la réglementation, à l'orientation européenne. De plus, on a beaucoup de partenariats, beaucoup de sociétés au Brésil, des produits importés qui sont de la France spécifiquement ou d'autre part en Europe. Donc, compte tenu de l'ampleur inédite des difficultés actuelles, en 2020, le Brésil a adopté la loi 13 979, qu'il s'agit d'un droit d'exception. On l'appelle même une loi d'exception pour obtenir la AMM des dispositifs médicaux et équipements essentiels pour faire face à l'urgence sanitaire liée au coronavirus. Il y a quelques aspects dans cette loi qui vont au-delà des dispositifs médicaux, aussi bien pour les produits pharmaceutiques. Et en ce qui concerne donc, les dispositifs médicaux, en effet, la loi 13 979 elle va traiter la question des produits de santé pour un objectif d'une autorisation exceptionnelle. Ça, c'est très important parce que c'est exceptionnel plus temporaire. Donc, elle est exceptionnelle et temporaire pour l'importation de la distribution d'un DMDIV, donc un dispositif médical soumis à une surveillance sanitaire sans enregistrement auprès de l'Anvisa. Donc, c'est la grande nouveauté qu'on a parce que comme vous, ici en France, on a un système très rigide, fort pour évaluer les risques-bénéfices d'un produit en ce qui concerne qualité, efficacité, sécurité. Mais la loi d'exception, elle vient donner une réponse plus agile, mais aussi un défi pour les autorités et pour tous les marchés au niveau de l'acquisition de ces produits qu'on n'a pas trop bien évalués. Voilà. En effet, avec toutes les questions de problématiques de responsabilité qui peuvent se poser par la suite. Exactement. Alors effectivement, en France et en Europe de manière générale, la problématique s'est posée dans des termes un petit peu différents, puisqu'en fait, nous, on va classer le dispositif en fonction effectivement du risque qu'il présente pour les patients. Et au terme des directives, effectivement, il y a 3 catégories de DMDIV, comme on les appelle, donc dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Et donc, première catégorie, ce sont les tests d'autodiagnostic. La deuxième catégorie, ce sont les tests qu'on appelle d'évaluation des performances. Et la troisième catégorie, c'est en gros tous ceux qui ne rentrent pas dans ces 2 premières catégories.
Et en fait, là, effectivement, le gros enjeu qui s'est posé, notamment en avril dernier pour la France, c'était la commercialisation des autotests. Parce qu'effectivement, les autotests, ce sont ces tests qui sont donc commercialisés à destination du grand public. Donc, c'est-à-dire que c'est le test que vous allez acheter en pharmacie et que vous pouvez faire tout seul chez vous. Et naturellement, pour ces tests-là, la réglementation est beaucoup plus rigide, beaucoup plus lourde, parce que le test doit démontrer comme la personne, c'est destiné donc à des profanes, des particuliers, qui n'ont pas un mode d'emploi, qui n'ont pas l'habitude de manipuler ce type d'outils. Effectivement, il fallait s'assurer en tout cas que leur commercialisation soit la plus sécuritaire possible. Alors effectivement, donc, la NSM aujourd'hui, donc il y a vraiment ces autotests qui sont soumis, comme tous les tests Covid, de toute façon, à l'obligation de marquage CE. Hein. Ça, c'est voilà, de 2 arrêtés, un du 1er juillet 2020 qui a été ensuite modifié par l'arrêté du 26 mars 2021 qui pose un principe de marquage CE obligatoire pour tous les tests de diagnostic, peu importe leur nature, comme d'ailleurs beaucoup de produits européens qu'on va commercialiser sur le marché européen, qui gagent de sécurité et de qualité. Et effectivement, donc pour les autotests, marquage CE, il doit normalement être fait par ce qu'on appelle un organisme notifié, c'est-à-dire que c'est un laboratoire indépendant qui va s'assurer effectivement de l'efficacité, de la sécurité du test en question. C'est une procédure lourde puisque normalement, en fait, elle suppose un audit en fait, des lieux de fabrication du test. Contrairement effectivement aux fameux tests nasopharyngés, qu'ils soient PCR ou antigéniques, qui eux, effectivement, disposaient d'une possibilité d'obtenir un marquage CE plus souple, sans être obligés de passer par cet organisme notifié, dès lors qu'ils remplissaient les critères d'efficacité posés par un organisme qui s'appelle la Haute Autorité de Santé en France, la HAS. Est-ce que vous aussi, vous avez une distinction comme ça au Brésil en fonction de la nature du test, si effectivement il est commercialisé à destination des particuliers ou des médecins ou professionnels de santé? Oui, tout à fait. Mais, je pense que la grande question et la différence qui se présente là en écoutant sur la situation européenne, et notamment en France, c'est que cette nouvelle législation, qui je l'appelle d'exception, donc si on pense bien, malgré qu'elle n'est pas si explicite, mais dans toute la lecture de son contexte, elle est dirigée à les produits importés. Nous sommes dans une situation un petit plus différente. Et ça, c'est une lecture que j'ai faite tout de suite après vous être écouté, parce que c'est l'impression qu'il m'a donné en faisant ces parallèles. Brésil, ma lecture sur cette nouvelle législation d'exception, c'est que si on n'a pas ces produits disponibles au Brésil, je vais lister exactement pas à pas de cette législation, on va ailleurs, c'est-à-dire on va chercher à l'étranger. Donc, la question, on n'est pas là, on est en train de s'appuyer en fait de la responsabilité plutôt de vous qui a déjà surmonté cette question des risques. Donc, je vous explique un petit plus tout ce qui accompagne ici par cette question plus en détail. Bon. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est un produit de santé essentiel selon cette nouvelle loi d'exception? Il s'agit des produits prévus dans l'annexe des règlements récents de 2020-2021 qui sont là pour répondre à la crise Covid, qui sont les RDC. RDC, c'est les règlements de l'ANVISA, l'Agence sanitaire brésilienne. Et notamment les 389 2020, les RDC 379, 483 et 489 de 2021. Là, il y a des listes de produits qu'on considère comme essentiels. Donc, on n'est pas en train de parler seulement des tests, des kits, des tests Covid, mais une liste qui a été faite surtout par OMS, de produits qui, dans ces moments, sont critiques et essentiels pour répondre à la crise Covid.
par exemple un ventilateur pulmonaire, un équipement de protection individuelle et aussi bien les tests Covid, entre autres. Donc, et là, les points clés pour l'autorisation exceptionnelle selon cette nouvelle loi, elle a dit que tous ces produits de santé et dispositifs médicaux font normalement donc l'objet d'une évaluation de leur conformité de sécurité, comme tu as bien expliqué que se passe ici en Europe, qui va se préoccuper sur la qualité, sur la sécurité, la performance spécifique du produit. C'est vérifié donc par l'agence sanitaire brésilienne Anvisa au cours d'un processus qui prend un certain temps. Donc, si on n'est pas dans un cas d'urgence et d'une loi d'exception, nous devons suivre surtout la loi 660 de 1976. Donc, c'est une loi un peu ancienne. Elle a eu quelques nouvelles changements, quelques articles sont changés, mais à la base, le concept, il est bien préservé. Et là, il y a des délais fixés par la loi qui, comme je dis, ça prend du temps, c'est un processus même bureaucratique. Donc, par la loi d'exception, les DMDIV, donc les dispositifs médicaux, n'ont pas besoin d'une autorisation de mise sur les marchés AMM, mais attention, ça ne veut pas dire tout est permis. Donc, l'article 3-8 de cette loi d'exception, il dit qu'on n'a pas besoin de passer dans ces longs processus, mais à condition que, et c'est là que je vois que le Brésil s'appuie bien dans l'autre organisme pour justifier cette sécurité qui c'est la grande question toujours, si on ne laisse pas dans les binômes d'analyse et évaluation des risques-bénéfices. Donc, il faut que ces produits soient enregistrés par une autorité sanitaire étrangère, c'est-à-dire une société qui a une idée, qui découvre une nouveauté. Il pense que, donc, je vais m'appuyer sur la question de la loi des sections et je vais faire cette demande pour aller ensuite au marché sans l'AMM. Non, et c'est là que je justifie mon pensée sur cette loi. C'est une loi pour des produits importés, point. Non, on ne parle pas des produits qui sont industrialisés au Brésil, même si c'est une société française qui a une usine là-bas. Non, il faut que ces produits soient importés parce qu'il a besoin d'être enregistré sur l'autorité sanitaire étrangère et enregistré par au moins une de ces autorités sanitaires étrangères qui sont soit FDA, soit l'agence européenne, EMA, soit les PMDA ou l'IMPA. Si c'est d'autres organismes, c'est-à-dire si on pense dans un autre pays de l'Amérique latine même, selon cette loi, on ne peut pas avoir cette autorisation exceptionnelle. Et elle n'est envisageable qu'uniquement lorsqu'il n'y a pas de produits similaires au Brésil. Donc, n'est pas suffisant qu'elle soit enregistrée en Europe ou aux États-Unis, par exemple, au Canada, mais il faut aussi que ces produits il n'est pas disponible. Mais là, il y a une question juridique que je rencontre d'un coup parce qu'il dit qu'il n'y ait pas de produits similaires déjà enregistrés chez Anvisa et disponibles sur les marchés. Je me demande, et si on a les produits similaires, mais il n'est pas disponible, il y a une rupture de stock. Qu'est-ce qui se passe? Parce que la loi, elle a dit eux. Donc, n'est pas où elle a dit il faut qu'il n'aille pas produit enregistré et qu'il ne soit pas disponible. Je pense qu'il y a une question juridique très sensible qui, si on va auprès des judiciaires poser cette question, il y a un produit similaire enregistré, mais il a une rupture de stock. Donc, mais ces juges, on demande une autorisation pour aussi rentrer sur la protection. C'est envisageable, hein, cette discussion, au minimum, à mon avis. Et cette analyse et consentement d'Anvisa doivent être donnés dans les délais de 72 heures après la demande de l'entreprise. Si ce délai n'est pas respecté, il pourrait faire objet de poursuites judiciaires. Et c'est quelque chose qui se passe à ce moment
parce qu'on n'est pas dans l'analyse d'un processus. Sinon, il y a cette tendance de l'agence créer une bureaucratie sur un expédient qui est pour la vitesse, pour une réponse immédiate. Qu'est-ce qu'un visa doit faire? Elle doit évaluer surtout l'autorisation d'importation. Elle ne va pas rentrer dans les sujets en soi-même de la sécurité sanitaire, de la qualité des produits. Elle ne va pas évaluer. Non, elle va simplement faire une lecture. S'il est déjà enregistré dans un organisme tel comme prévu par la loi, ici, la procédure pour l'obtention de l'importation, elle a été respectée. Et donc, c'est en 72 heures. Et qu'on avait vu récemment une décision du judiciaire parce que l'Anvisa n'a pas répondu, ce n'était pas question de 72 heures, même plus de semaines. Et donc, la société, elle a été obligée de soumettre la question auprès du judiciaire. Il a reçu une décision pour imposer un visa en réponse immédiate sur peine d'être autorisé d'aller sur les marchés. Et donc, ça, c'est la vision générale qu'on a sur les processus. Finalement, l'importateur est responsable de toutes les informations qu'il va fournir à un visa, ainsi que de la qualité, de l'efficacité, de la sécurité. Il y a aussi des questions qui se posent parce que nous avons ces droits, ce qu'on appelle sanitaires, ou droits de la santé, mais il doit être en harmonie avec les autres droits. Et on a un droit très fort et très imposant au Brésil, c'est le droit des consommateurs, que considère solidaire tous qui sont dans la chaîne de distribution de la fabrication jusqu'à arriver à l'amont des consommateurs de ces produits. Tous sont considérés responsables. Mais on voit dans cette lecture ici que les réglementations brésiliennes disent que c'est l'importateur. Il va attribuer à l'importateur. Il doit également assurer que les produits importés respectent la date de péremption et fournir des conseils aux services de santé sur l'utilisation et la conservation des produits importés. On parle clairement d'importateur. Hein? Donc, s'il est un importateur en faisant seulement l'acte d'importateur, et après, ce produit va à l'amende des distributeurs. Théoriquement, en ce qui concerne l'autorisation et les informations fournies pour garantir la sécurité des produits, ça tombe sur les épaules d'importateurs. À mon avis, il y a un défaut dans la réglementation parce qu'elle ne peut pas avancer si loin et faire front à la loi des consommateurs. Je ne sais pas comment vous êtes en train de traiter plus sensiblement cet état des choses ici en France. C'est vraiment curieux de faire cette analyse et voir aussi la perspective du droit européen et surtout français. Alors effectivement, en France, la problématique, elle ne se pose pas tout à fait dans les mêmes termes. Effectivement, on n'a pas cette revendication des consommateurs avec un droit de la consommation très protectrice qui permettrait aux consommateurs de faire des pétitions et puis de rentrer dans des procès pour obtenir l'accès à certains kits de diagnostic ou certains produits autres pour le Covid-19 ou d'ailleurs pour d'autres maladies. Hein. Effectivement, en fait, là, l'ANSM, elle a plutôt vu affluer beaucoup de demandes en fait de commercialisation, donc qui ont été soumises au processus classique. Elle a toutefois mis en place un mécanisme dérogatoire pour les autotests. Évidemment, on voit bien hein, l'enjeu pour le marché européen et français. Enfin, tous les privés voulaient absolument être les premiers à commercialiser des autotests qu'ils auraient pu vendre. Ils espéraient dans un premier temps en pharmacie, mais ensuite, l'idée était pour effectivement les sociétés du secteur privé de pouvoir abreuver le marché des restaurateurs, des salles de concert, etc. etc. Et effectivement, donc l'ANSM, elle a effectivement permis la commercialisation de ces autotests quand bien même, en fait, la procédure de marquage n'était pas terminée. C'est-à-dire que la dérogation, elle se situe à ce niveau-là pour les autotests. C'est-à-dire que, OK, on va accepter effectivement la commercialisation dès lors que l'on montre qu'on a entamé le processus de marquage CE. Mais la grosse question qui se pose, c'est si on ne l'obtenait pas, ce marquage CE, qu'est-ce qui se passe alors que le test
est déjà mis sur le marché. Et ça, il n'y a aujourd'hui pas encore de réponse à cette question. Mais on pourrait effectivement envisager de mettre en cause la responsabilité de l'autorité de santé, à mon sens, parmi d'autres. Effectivement, alors je rebondis sur effectivement la responsabilité donc, qui repose sur les épaules de l'importateur. Hein, Eliana, tu disais au Brésil. Alors en France, c'est un peu plus complexe que ça aujourd'hui parce qu'effectivement, les entreprises qui donc sollicitent la commercialisation d'un dispositif médical en France, elles doivent, avec cette nouvelle directive européenne 2017, là, en fait, aujourd'hui, avoir un représentant en France qu'on appelle un mandataire qui va effectivement endosser la responsabilité de la commercialisation sur le sol français au nom et pour le compte du fabricant étranger. Et effectivement, donc, cette nouvelle directive, elle met en place une chaîne de responsabilité en cascade. Mais effectivement, pour le consommateur français, il sera beaucoup plus facile de se retourner contre le mandataire qui, lui, sera forcément un représentant établi sur le sol français, avec donc effectivement la possibilité de saisir les tribunaux français. Et ce sera ensuite à charge pour le mandataire de se retourner contre le fabricant, etc., étranger. Donc, effectivement, ça, c'est la grande nouveauté hein, de cette nouvelle directive qui rentre en vigueur, là. C'est effectivement cette cascade de responsabilité avec la chaîne au sein de toute la chaîne de production et de distribution, d'importation, exportation, le cas échéant, mais effectivement avec cette responsabilité du mandataire sur le sol français qui pourra être mise de manière beaucoup plus efficiente en cause par le consommateur français en cas de caractère défectueux du test qui pourrait être mis sur le marché. Oui, c'est très intéressant. Ces mandataires, il faut qu'il soit quelqu'un autorisé au niveau des installations auprès de l'agence de sécurité sanitaire ou non. Et moi, par exemple, ou toi-même comme avocate, peux prendre le rôle des mandataires. Oui, tu peux prendre le. Ouais, en fait, le rôle de mandataire n'est pas réglementé aujourd'hui. Alors, mais effectivement, je pense que, nous, les mandataires avec lesquels on travaille au cabinet sont effectivement tous déjà dans le secteur pharmaceutique, parce que compte tenu des risques qu'ils prennent, nous, ce sont des entreprises pharmaceutiques établies sur le sol français, le cas échéant. Ouais, très intéressant parce qu'au Brésil, contrairement c'est un système de vigilance sanitaire, on appelle même vigilance sanitaire. On commence, c'est un peu récent ce concept d'agence réglementaire. Ça a commencé fin de 1999, surtout dans ces siècles-là, mais on a encore une procédure qui vient des systèmes anciens qui commençait par l'arrivée des Portugais au Brésil, la fondation du pays. Donc, il reste toujours un peu cette idée ancienne et très bureaucratique. Donc, c'est-à-dire, il faut vérifier l'installation, il faut donner un permis spécifique pour être importateur dans le domaine de la santé. On va prendre une responsabilité majeure en regardant les questions de sécurité, des choses que je vois quand je traite ça avec mes clients étrangers, qui ça ne passe pas trop bien dans la tête de la société étrangère parce que exactement, je vois que vous avez surmonté déjà quelques questions à ce niveau-là. Mais nous, retournons à nous encore une fois le rôle de l'importateur, et donc il devra également rendre public ces produits n'ont pas été évalués par un visa, parce qu'on parle toujours de la responsabilité, comme tu as bien souligné, Amélie. Donc, il a besoin de faire cette déclaration concernant l'efficacité, la qualité et la sécurité des produits. Donc, il y a une phrase même établie par la loi qu'il doit dire que ces produits n'ont été pas évalués par un visa. Je vois beaucoup de préoccupations quand je regarde avec des yeux d'un avocat, beaucoup des acteurs vraiment préoccupés avec les pourvivre, qu'est-ce qui va se donner quand tout finir, la responsabilité qui va retomber sur moi comme autorité sanitaire ou non, la société qui va fournir les produits ou qui va même acheter ces produits, quelle est la responsabilité d'une institution de santé. Bon, donc la loi elle essaye déjà de créer cette réponse
et jetant encore une fois tout à l'importateur que je vois avec un certain... Je regarde avec beaucoup de précautions là et attention parce qu'il y a, comme j'ai dit, des autres droits qui vont s'opposer à quelques questions que la loi est en train de sécuriser au niveau des responsabilités. Donc, l'importateur, ils doivent aussi fournir un emballage, étiquetage qui peuvent être dans la langue établie, peut être dans la langue des pays d'origine. Que ça, c'est aussi contraire à la condition de l'école des consommateurs. L'école des consommateurs ne fait pas distinction entre produits de santé ou pas. Il dit que tous les produits doivent être dans la langue, avoir l'étiquetage traduit dans la langue portugaise, la langue officielle du Brésil. Donc, ici, il dit ça, il fait un front, mais jusqu'après, il recule, la législation, la réglementation recule en disant, cependant, il doit mettre à disposition de l'unité de santé informations sur les étiquettes et l'instruction d'utilisation du produit lorsqu'elles sont importantes pour l'utilisation correcte du produit en langue portugaise. À mon avis, ma recommandation ici, faites tout en langue portugaise dès que possible. Vous pouvez faire un étiquetage, mettre au-dessus de l'étiquetage original et faire même au Brésil quand les produits arrivent, parce que sinon, demain, si quelque chose ne va pas, même si on parle d'un test Covid, comme tu as bien souligné, c'est là qu'on achète dans la pharmacie. Moi, comme consommatrice, je vais moi-même m'utiliser sans l'aide d'un professionnel de santé. Et si je ne comprends pas bien l'utilisation ou la lecture de ces résultats, donc ça peut retomber vers vous. Donc, ma suggestion et ma recommandation ici, c'est continuer à faire la traduction dès que possible des informations essentielles. Et pas seulement pour les organismes de santé professionnels. Donc, pour ce qui est des industries, notamment chez des exportateurs et importateurs, je tiens à souligner que le moment actuel est délicat. Les marchés brésiliens ont besoin de fournitures de beaucoup de produits de santé considérés essentiels. Néanmoins, cela ne veut pas dire que tout est permis. J'ai vu beaucoup de choses, j'ai reçu pas mal d'appels depuis qu'a commencé cette pandémie, des gens qui essayent essentiellement de faire de l'argent, surtout que de fournir un produit pour résoudre cette calamité publique qu'on est en train de faire face. Donc, c'est pas ça. Certes, il y a d'opportunités de développer l'affaire, mais c'est pas l'esprit de cette loi, c'est pas l'esprit de cette exception. Donc, c'est vraiment pour donner une réponse agile à les marchés qu'on va on va passer au-delà des conditions normales pour laisser les produits arriver plus vite. Mais ça ne veut pas dire que tout est permis, qu'on va là-bas et on va exporter n'importe quoi au Brésil. Donc, ce sont mes recommandations finales, que les fournisseurs de ces produits doivent appliquer la loi avec rigueur pour éviter la transgression et conséquemment les sanctions pénales et civiles, parce que dans ces droits de la santé, droits de dispositifs médicaux, il y a pas mal de questions criminelles et civiles qui peuvent toucher l'affaire de la société s'il n'est pas bien respecté et pas bien observé au Brésil. Alors effectivement, juste pour peut-être aussi rebondir sur une dernière phrase sur ce que tu viens de dire, Eliana, c'est intéressant. Alors, nous, même si ça semble assez facile, hein, néanmoins, parce que le dossier qu'on doit déposer auprès de l'ANSM en France, il comporte 4 éléments aujourd'hui. C'est effectivement la preuve du marquage CE, ou en tout cas le fait que le marquage soit en cours. La notice en français, ça c'est obligatoire, du dispositif. Le formulaire de déclaration complété qui permet effectivement d'identifier tous les acteurs de la chaîne de production, distribution, importation, exportation, le cas échéant, et la fiche de synthèse du dispositif qui résume en fait les caractéristiques techniques et qui prouve l'efficacité, la sécurité et qui fait référence aux essais qui ont été effectués. Et mis en pratique, il y a eu un afflux massif. Moi, j'ai été saisie par de nombreux clients privés
étrangers. Mais en fait, il y a un contrôle très strict de l'ANSM, puisqu'en fait, vous avez le droit de commercialiser votre dispositif lorsque votre dispositif est inscrit sur la liste de l'ANSM. Et en pratique, on voit bien que les longueurs du mécanisme, la procédure, elle est en fait réellement complexe parce que on voit bien quand même la réticence aujourd'hui de l'autorité française à mettre sur le marché tous les tests qui viennent de certains pays. Donc, il y a quand même ce contrôle rigoureux de l'ANSM. Donc, voilà, il faut également, bien sûr, respecter l'intégralité du processus pour avoir toutes les chances de pouvoir voir son test inscrit sur le site dédié de l'ANSM. Voilà, merci à tous. Merci Eliana. J'espère que voilà, cet éclairage franco-brésilien aura pu vous apporter voilà, des informations utiles et pratiques. Merci beaucoup. Merci pour ce très riche échange du droit. C'est très important en fait pour les sociétés qui ont présence dans les différents pays. Et surtout, on parle là spécifiquement entre France et Brésil qui ont pas mal d'opportunités et qui se passe à ce moment beaucoup d'affaires là-bas au niveau des dispositifs médicaux. Faire ce parallèle aide effectivement les sociétés à comprendre qu'est-ce qui se passe d'un côté et de l'autre et à faire une certaine harmonie dans les processus internes de la société pour éviter des problèmes sur les marchés quand on va exporter au Brésil. Donc, merci beaucoup, Amélie. Je prends note et si j'ai des doutes postérieurs, effectivement, il faut maintenir contact et j'espère que ce soit le même de ton côté. Voilà. Avec merci à Rose. Et merci à Rose également et à la Chambre du commerce du Brésil en France. C'est nous qui remercions Amélie et Eliana. Super, merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.